Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints à ce festival Alternativa dans cette session qui concerne finance éthique et climat. On va commencer par présenter les 4 intervenants ce soir. Nous avons avec nous des experts qui ont longtemps travaillé dans la finance, dans l'économie ou bien dans des ONG. D'abord, Aymeric Young, à ma droite, est associé gérant de Quadia, qui est une société d'investissement d'impact à Genève. Il est également à plusieurs conseils d'administration, notamment experte dans l'alimentation durable, et au comité de la fondation LUNT et Foncière Terre de Liens. Il a eu plusieurs postes en ingénierie financière à Zurich. Il faut savoir que Aymeric était un expert financier très pointu à Zurich et Londres, notamment au Crédit Suisse, à Lehman Brothers, jusqu'en septembre 2008. On sait ce qui s'est passé en septembre 2008. Et à la banque Nomura. Son analyse sur la dérive des marchés financiers l'a amené à se concentrer sur des projets en finance éthique et en impact investing en faveur de l'économie régénératrice. Bienvenue à vous, Aymeric, et à Quadia. Ensuite, nous avons à ma gauche Beth Krasna, présidente d'Ethos. Vous connaissez sans doute Ethos pour ses prises de position dans les assemblées générales. C'est une fondation créée par des caisses de pension suisses spécialisée dans l'investissement socialement responsable. Elle est également vice-présidente du Conseil des EPF, des Écoles Polytechniques Fédérales, vice-présidente de Symbiotics, qui est une firme qui investit dans la microfinance, et de l'IHEID à Genève. Bienvenue à vous, Beth. On a Jonathan Normand, qui est formé, actuellement dirige le B-Lab dont il a cofondé l'antenne suisse. C'est une ONG, B-Lab, qui est très importante en Europe et aux États-Unis. Mais Jonathan est de background mathématique et il est expert en développement algorithmique. Ça c'est pour créer de l'intelligence artificielle. Il a passé 12 années au sein d'établissements financiers internationaux avant de cofonder Code Éthique en 2009, qui était spécialisé en gouvernance et responsabilité sociétale. Donc vous voyez que lui aussi a cette fibre sociale. En 2014, il a participé à l'établissement de l'ONG B-Lab, comme dit précédemment. Et actuellement, donc, il œuvre à promouvoir le mouvement des 2800 entreprises certifiées B Corp. Il siège aussi au conseil de Sustainable Finance Geneva, dont ce soir, on n'a pas de représentants, malheureusement, venant des banques privées notamment. Et puis, vous présidez l'association Demain Genève, qui a produit le film Demain, c'est juste. Demain Genève, voilà, qui a été assez reconnu. Et pour finir, Matthias Schlegel, porte-parole et responsable chez Greenpeace Suisse depuis 2011, responsable de la communication des campagnes pour la Suisse romande. Il est spécialisé dans la relation presse-communication en ligne. Il a eu une expérience similaire à la déclaration de Berne, que vous connaissez certainement, depuis 2011. En 2011, il était en charge déjà de la communication de campagne pour la déclaration de Berne, notamment sur la thématique du travail des enfants. Vous avez été impliqué dans le Public Eye Award également. Donc vous avez une grande expérience au niveau des ONG. Vous êtes politologue de formation et vous y connaissez très bien en énergie renouvelable et développement durable. Bienvenue à vous 4. Moi-même, je suis Mireille Zaki, ancienne rédactrice en chef du magazine Bilan. Je suis dans le journalisme économique et financier depuis une 20aine d'années. Alors, commençons par faire un tour de table, si vous voulez bien. La finance est-elle devenue plus éthique ces dernières années avec les discours que nous avons beaucoup entendus de la part de banques et du secteur financier? Récemment, Adèle Torrent, conseillère nationale, a évoqué le fait que le secteur financier suisse produit 20 fois plus de CO2 que tous les autres secteurs réunis. En même temps, l'Union européenne exerce une pression importante sur la place financière suisse parce qu'en fait, l'Union européenne a adopté un plan d'action très ambitieux pour 2030 pour le climat.
qui va forcer une bonne part des investissements à se convertir à la durabilité, à devenir des investissements qui respectent les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance. Qu'est-ce que vous pensez de ça, avec une appréciation très générale pour commencer? Je demande d'abord à Beth Krasna de nous donner son évaluation. Merci Beth. Alors, ce qui est clair, c'est que la finance durable ou éthique ou basée sur des critères ESG semble avoir le vent en poupe, surtout avec la visibilité du changement climatique et la pression de la société, une grande part de la société, pour s'approcher sur ces critères. Je suis certaine que c'est une lame de fond maintenant et pas seulement un effet de mode qui va passer. Ce n'est pas l'effet, comme on disait, Fukushima, où tout le monde s'est intéressé juste après l'accident, et puis ça, la pression est un peu retombée. Le problème, c'est que maintenant, il commence à y avoir une offre pléthore, et que les gens qui s'intéressent à investir dans la finance plus éthique ont un peu de peine à s'y retrouver. Donc, à mon avis, ce sera nécessaire d'avoir plus de transparence, peut-être même un label, pour éviter des fonds ou des investissements qui sont ce qu'on appelle greenwashing ou greenwishing et qui ne sont pas vraiment durables. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition stricte pour un investissement durable ou un fonds durable et qu'il faut développer un système, je pense, pour aider les gens qui sont intéressés à s'y retrouver parmi l'offre. Merci, mais je vous relance un petit peu pour savoir, est-ce que vous estimez qu'il y a quand même des progrès qui ont été accomplis? Est-ce que la finance en général aujourd'hui s'est convertie à plus de durabilité, fait des choix plus vertueux dans ces investissements? Alors, je ne dirais pas au niveau général, mais ils ont tous maintenant une offre parce qu'il y a de la demande. Donc je trouve que c'est important de dire qu'on les pousse un petit peu dans cette direction. La direction étant près du micro pour moi. Tout à fait, merci beaucoup. Aymeric, quelle est votre appréciation? Est-ce que la finance est devenue en général plus durable, une part plus importante investie de manière écologique, favorable à l'environnement? Alors, si on regarde ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, en tout cas, oui, une grande partie de la finance se réclame, s'autoproclame être devenue durable et faire attention aux générations futures et au monde de demain. Donc ça, ce sont les grandes déclarations. Après, il faut savoir, en effet, comme vous l'avez dit, est-ce que les intentions changent ou est-ce qu'on est dans le greenwashing? C'est un des sujets qui sera évoqué. Moi, pour ma part, je suis passé de la salle de marché en banque d'investissement, donc d'une finance à très court terme, assez spéculative, vers l'impact investing. Donc je ne suis pas passé par la case ESG. Pour ceux qui jouent au Monopoly, on ne sait pas toujours à quoi peut faire allusion cette case. Donc c'est vrai que j'ai un peu fait le grand écart entre une finance très spéculative et l'impact investing. Impact investing qui, avec Quadia, on a en plus positionné dans le cadre de l'économie régénératrice. Donc je dirais vraiment l'envie de changer le monde, de créer de l'impact positif et pas peut-être de reprendre les anciens modèles et de le modifier à la marge. Donc je crois qu'une grande partie... Alors attendez, est-ce que ce que vous dites, c'est que le secteur financier a modifié à la marge ces anciens modèles? Mais ce qui est déjà un premier pas, hein. Je n'allume pas du tout une polémique, mais je pense que oui, il y a eu des grands progrès. Si on regarde il y a 10 ans justement Sustainable Finance Geneva à Genève, qui était un regroupement de quelques petites institutions, donc 10 institutions, philanthropie, microfinance et impact qui ont voulu donner cette impulsion. En 2010, je crois, donc après 2008, il y a un énorme progrès, parce que quand on parle de SFG ou de Swiss Sustainable Finance aujourd'hui à Zurich, un très grand nombre des acteurs suisses sont dans cette mouvance. Donc la réponse à la question, la première réponse est oui. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est juste des bonnes déclarations? Je crois que c'est ce dont on va pouvoir débattre aujourd'hui. Et la première question que j'ouvre, c'est est-ce que la finance ou qui se déclare de durable, est-ce qu'elle réduit un petit peu les externalités négatives et est-ce qu'elle réduit un peu l'impact négatif ou elle peut vraiment être dans la création d'un nouveau modèle financier, d'un impact positif
Et peut-être, en termes de finance, se dire qu'aujourd'hui, la finance peut faire repartir et peut faire partie des solutions et pas du problème, comme c'était le cas en 2008, hein, quand tu parlais de Lehman Brothers. On était accusé d'avoir été le problème. Maintenant, la finance peut faire partie de la solution. Mais ma grande question, c'est on doit repartir, mais après, comment on va pouvoir répartir? Et c'est la fameuse allocation d'actifs que peut faire la finance, dont j'aimerais vous parler un petit peu ce soir. Merci. Jonathan. Moi, je vais essayer de recroiser les éléments qui ont déjà été avancés. Et je pense qu'effectivement, il faut savoir de quoi on parle. Et c'est ça qui n'est pas évident. On vous parle de concept ESG. Ce n'est pas une méthodologie, ce ne sont pas des critères précis. Hein, c'est donc l'environnement, le social, la gouvernance, qui sont 3 critères qui peuvent se scruter de plein de façons différentes. Et donc, les méthodes aujourd'hui de qualification de ces actifs qui sont injectés dans l'économie par différents instruments, en fait, ce n'est pas très très clair. Hein. On peut qualifier de choses ESG beaucoup de choses. Et donc, je rejoindrai un peu aussi ce qui est dit là sur la notion d'impact, hein, sur la notion vraiment de mesure des effets directs et indirects que produisent ces investissements, le besoin aussi de données scientifiques, de les aligner avec peut-être aussi des cibles, par exemple sur le Science-Based Target, par exemple, ou d'autres éléments qui les rendent concrets. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la grande moulinette à la durabilité et à l'éthique. Alors, si on vous entend, il faut avoir des équipes de chercheurs scientifiques très spécialisés au sein des banques, par exemple, pour réussir à faire des bonnes allocations d'actifs. Vous savez, ce qui s'est passé il y a 10 ans, moi, quand j'ai quitté le monde de la finance, c'était donc 2007-2008, à peu près en même temps que Emmerich. Et maintenant, on voit aujourd'hui le nombre de personnes... Jusqu'en 2011. Ok, jusqu'en 2011. Non, mais ce qu'on a vu... Ces 10 dernières années, c'est passé quoi? C'est la compliance qui a augmenté grandement par rapport à des pressions, donc un signal externe qui était donné sur le besoin de compliance au niveau de la gestion des actifs. Donc le mot compliance, ça veut dire le respect des règles, enfin la surveillance de l'application. La surveillance, l'application de réglementation. De réglementation financière. Et puis, ça a fait que vous avez 300% de personnes en plus qui travaillent sur ces thématiques maintenant au sein des banques. Et ça va être la même chose avec la finance durable. Oui. Ça va être la même chose avec la finance durable, avec la finance éthique. Il faut qu'il y ait ces spécialisations en interne pour pouvoir trier un peu ce qui est dit, ce qui est fait, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas... Voilà. Après, je reviens sur un point positif. L'engouement pour les investissements dits durables, alors là, après de quoi on parle, je ne sais pas, mais on voit qu'il augmente. Il y a, tous les chiffres l'indiquent, hein, il y a une allocation d'actifs massifs qui va là-dedans. On est encore alors, loin. Rappelons combien est alloué à la finance durable en Suisse. On est sur... une somme de... 800 milliards, oui. D'accord, j'étais plus à 650 milliards, mais on augmente vite. Hein. 800 milliards, c'est 25% de ce que gère UBS, par exemple. D'accord. Alors, très bien, ça me paraît très élevé comme proportion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être bien que la place financière suisse vraiment alloue de plus en plus de parts. Je crois que ça représente beaucoup moins en pourcentage de tout ce que la place financière gère, quelque chose comme 12%, ou on n'est pas encore très élevé. Alors, maintenant, on aimerait entendre Matthias Schlegel de Greenpeace. Est-ce que vous pouvez nous donner votre appréciation à vous? Est-ce que vous considérez que la finance, aujourd'hui, elle a évolué vers plus d'éthique, de durabilité, de respect de l'environnement? Alors, je dois vous dire que sur la question de la finance durable, on est au début de l'analyse parce qu'on voit effectivement qu'il y a une demande qui vient aujourd'hui en Suisse, qui est appuyée par la politique d'avoir plus de produits financiers dans ce sens-là. Mais jusqu'à très récemment, notre analyse était essentiellement sur le niveau d'investissement dans les énergies fossiles des principales banques, et notamment des 2 grandes banques suisses. Et on voit des évolutions, on voit des changements, on voit notamment une volonté de suivre les accords de Paris ou ce genre de choses. On ne voit pas la concrétisation, malheureusement, pour l'instant, de cette volonté. Et on voit que des banques, notamment Crédit Suisse, sont encore extrêmement impliquées sur les investissements et sur le financement d'énergie fossile. Et donc, est-ce qu'il y a un changement aujourd'hui dans le monde de la finance? Oui, il y a un changement qui opère. Je ne vais pas m'opposer à ce qui a été dit auparavant. Malheureusement, on est sur un rythme de désinvestissement qui est beaucoup trop faible par rapport aux objectifs de Paris et par rapport notamment au constat fait par le groupe international d'experts sur le climat. Et donc, pour nous, l'objectif aujourd'hui pour la place financière suisse, c'est clairement d'augmenter la voilure en matière de désinvestissement.
On appelle aujourd'hui du pied le monde politique, les autorités politiques, à mettre en place des réglementations contraignantes, parce qu'on estime qu'on a donné assez de temps aujourd'hui aux initiatives volontaires et que malheureusement elles n'arrivent pas, elles ne se concrétisent pas. Et en plus de ces réglementations contraignantes, on a aujourd'hui une obligation, enfin une demande pour plus de transparence. On estime que les données qui arrivent de l'économie réelle donnent très peu d'informations en fait sur l'impact environnemental des investissements durables. Et on estime aussi que c'est très difficile aujourd'hui pour un investisseur privé ou pour un client de banque de se faire une idée, sur la base de la communication des banques, de se faire une idée de l'impact climatique de leurs activités. Et là, il y a une vraie nécessité d'avoir beaucoup plus de transparence et des investissements beaucoup plus rapides. Donc le besoin de mesurer cet impact concrètement et de voir des résultats. Madame Krasna, je rebondis sur le mot désinvestissement que M. Schlegel a utilisé. Vous qui êtes au sein d'Ethos, qui participez à des assemblées générales d'actionnaires, de groupes cotés en bourse, est-ce que vous défendez l'idée de désinvestir pour inciter des groupes à mieux s'engager ou d'être au contraire investis, parce que c'est un débat, de rester investi au sein d'un groupe qui est polluant et de le convaincre de l'intérieur à faire des changements? Alors, ce qui est clair, c'est que pour les fonds que nous conseillons, nous avons tout un tas de critères d'exclusion. Donc, il y en a qui sont plus durs que d'autres. Par exemple, maintenant, on élimine toutes les énergies fossiles non conventionnelles. Mais nous avons d'autres moyens de faire de la pression. Donc, que ce soit pas seulement de dire ne mettez pas votre argent dans tel et tel fonds ou n'achetez pas telle et telle société. D'abord, nous représentons presque 130 caisses de pension qui nous donnent leur droit de vote. Donc, quand nous, on se pointe à l'Assemblée générale, on a un grand pourcentage de l'actionnariat derrière avec nous et on peut faire un peu de pression, même au point de mettre un point à l'ordre du jour. Mais la deuxième chose que nous faisons, c'est l'engagement. Donc l'engagement est peut-être moins spectaculaire, mais avec le temps, ça marche. Donc on engage les sociétés cotées avec des rendez-vous, des discussions et des discours pour les pousser à sortir, par exemple, du charbon. Et on n'exige pas ça immédiatement, mais on les pousse et on leur demande quels sont leurs projets pour sortir de certains secteurs, ou bien pour réduire leur empreinte carbone. Et c'est très bien reçu parce qu'on ne fait pas trop de bruit, ils ne sont pas accusés dans la presse, et s'ils sont d'accord d'aller dans ce sens, on ne fait pas une motion sur l'Assemblée générale. On peut parler de Lafarge Holcim maintenant, qui a pris des engagements fermes pour réduire leur empreinte carbone. Ça fait plusieurs années qu'on parle avec eux. D'accord, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'opinion publique a aussi joué un rôle ? Oui, mais je dois aussi vous dire que l'opinion publique, c'est bien, mais la régulation, c'est mieux. Excusez-moi. Mais si on regarde l'histoire des rémunérations, on a pris des motions sur les assemblées générales pour s'opposer aux rémunérations des dirigeants pendant très très longtemps. Et ce qui a vraiment aidé, c'est l'initiative Minder. Donc, je dis juste, l'autorégulation, ça va jusqu'à un certain point. Les meilleurs de classe, ça marche. Mais si on veut vraiment avoir plus de 50% des sociétés qui suivent, il faut mettre plus de pression et avoir une réglementation. Alors rappelons ce qu'est l'initiative Minder, qui permet aux actionnaires de voter pour accepter ou non les rémunérations des dirigeants et du conseil d'administration. Et ça, c'était une grande nouveauté qui a été mise en place en 2016 ou 2017. Voilà, mais ces dernières années qui a transformer quand même le paysage. D'accord. Merci beaucoup. Pour rester un peu sur le sujet des investissements qu'a soulevé M. Schlegel, quel est votre avis, Émeric, Jonathan? Parce que moi j'ai lu, par exemple, Bill Gates a mené une campagne dans la presse pour... il s'oppose au désinvestissement. Il dit il ne faut pas désinvestir les groupes, il faut rester investi. Mais j'ai trouvé que c'était très
un petit peu insistant, parce que j'ai aussi rencontré dans des conventions de caisses de pension, j'ai vu que cette idée de ne pas désinvestir montait beaucoup en force, et j'étais un peu suspicieuse, ce qui est l'attitude normale qu'un journaliste d'investigation doit avoir, de se dire mais pourquoi tout d'un coup on nous dit non, il ne faut pas désinvestir. Alors Madame Krasna est très convaincante en disant que l'engagement est très bien aussi pour changer les choses. Mais est-ce que désinvestir, c'est une mauvaise idée? Ça ne peut pas parfois aussi agir en mettant sous pression le cours de l'action, donc le nerf de la guerre finalement? Je ne crois pas que ce soit l'un ou l'autre et qu'il y ait de recettes miracles. Je pense que notre société est en train de changer de façon massive. 2008 a été un premier déclic, 2020 en est encore un autre. Et je suis très confiant sur ces tendances citoyennes, sociétales, qui font bouger les entreprises. On voit comment un consommateur peut, et lorsqu'il se met à plusieurs, bien sûr, bien plus qu'un bulletin de vote, boycotter une société et la faire changer. Après, est-ce qu'elle change sincèrement ou pas? On ne peut pas le savoir. Ce qui est très positif dans l'ESG, ce qui est très positif dans les personnes qui se réclament de l'ESG ou de la finance durable, ceux qui démarrent au départ du désinvestissement, c'est voilà, il faut commencer quelque part. Il y a une progression, et donc c'est un signal, et après il faut voir ceux qui le prennent sérieusement et qui ont envie de le faire de façon constructive, qui prennent ce signal pour changer, ou ceux qui prennent ce signal pour juste dire qu'ils vont changer, mais les intentions restent les mêmes. Donc oui, c'est une très bonne chose. Il y a eu la décarbonisation des portefeuilles. Maintenant, on va parler, il y a des initiatives pour parler de exclure les sociétés qui amènent à de la déforestation, et on sait que la déforestation est un enjeu massif. Donc c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Alors la régulation est une étape après suivante pour peut-être pousser un petit peu plus. Moi j'ai un peu peur de tout ce qui est régulation et contrainte. Je préfère récompenser le vertueux que punir le mauvais, parce que un exemple dans la régulation, lorsqu'on a interdit tout ce qui était il y a quelques années, quelques dizaines d'années, les émissions en dollars hors des États-Unis, il y avait un certain contrôle. Ça a donné naissance à tout le marché des swaps, parce que l'ingénierie financière, et j'en ai fait pendant 20 ans, va toujours trouver finalement la solution. Alors, est-ce que l'intention est bonne derrière la solution ou non, pour parfois contourner? Donc c'est un petit peu dommage. Donc, parfois, il y a des failles qu'on laisse volontiers. L'intention est très importante, et puis tu me diras à quel moment je peux en parler. J'ai quelques chiffres à vous donner sur justement qu'est-ce qu'on fait de cette masse financière que représentent les marchés financiers, qui était une très bonne chose dans les années 80, quand il y a eu une grande dérégulation qui a permis un certain financement de l'économie, mais qui, je pense maintenant, c'est pas parce que quelque chose a marché il y a 30 ans qu'il faut continuer sur le même modèle, et je crois qu'il y a des changements d'allocation d'actifs majeurs qu'il faut faire. Justement, j'essayais de t'interrompre, mais tu as bien fait de ne pas te laisser faire. L'impact investing, justement, c'est de soutenir avec des financements les projets positifs, et toi, c'est ton approche qui consiste à investir dans les projets vraiment transformateurs, régénérateurs. Tu veux nous en parler 2 minutes? Et c'est des sociétés non cotées en bourse. C'est ça la différence. Ça dépend, parce que ça a changé aussi. Oui, à la base, l'impact investing, c'est un terme qui a commencé à être partagé par un petit groupe d'investisseurs, des fondations. C'est en 2007, au sein de la Rockefeller Foundation, qui a eu un certain nombre de fondations, de familles, donc qui étaient un petit peu dans une recherche d'investissement exclusif, qui venaient vers la philanthropie, qui ont mis en place ce terme impact investing en disant, en philanthropie, on souhaite donner en ayant des résultats, est-ce qu'on peut faire pareil avec notre investissement? Ça a un petit peu évolué, et au fur et à mesure des années, il y a des groupements d'investisseurs qui se sont mis ensemble et qui se sont déclarés impact investing. Beaucoup la microfinance, et puis après, des investissements pour des progrès environnementaux et sociaux. Ce petit groupe représentait, je crois, il y a encore 4 ans, autour de 150 milliards. C'était une trentaine d'entreprises, une quarantaine d'entreprises. Puis c'est passé à 250, maintenant à 500 milliards. Et on espère bientôt, je crois que là, sur 2020, on est autour de 1 trillion. Mais ce 1 trillion, donc 1000 milliards, ce n'est rien par rapport à ce que représentent les marchés financiers dans leur ensemble, qui sont plus que 200 trillions, 200 000 milliards. Et le GDP mondial, qui est autour de 90 trillions, et surtout
les AUM, ce que gèrent aujourd'hui les grands asset managers, BlackRock, bien sûr, 7 trillions en premier, UBS, dans les 3 trillions. On parle également de 90 trillions. Donc l'impact investing tel qu'il a été défini au départ, on investit dans des entreprises ou dans des projets pour créer un impact positif tout en recherchant une performance financière, représentait 0,1%, maintenant représente 0,5% des actifs gérés. Mais le mot impact est maintenant de plus en plus posé de façon assez marketing. Je donne un exemple. On va y arriver. Je vais t'arrêter ici. Okay. Non, je vais t'arrêter ici parce que j'aimerais bien entendre Jonathan qui est aussi dans une démarche de changement positif en agissant auprès des entreprises. Alors, est-ce que tu veux nous en parler aussi? Alors, on peut le prendre de nombreuses façons. Effectivement, il y a ce qu'on appelle l'économie réelle. Et puis, il y a après une économie de marché, ou voire une économie déconnectée des marchés, où il y a beaucoup d'instruments financiers. Donc, il faut savoir comment ces flux s'organisent, où est-ce que vont ces allocations, et de quoi on parle, en fait, là. Donc, peut-être pour faire un zoom sur ce qui nous anime beaucoup avec le mouvement des Bicorp, par exemple, hein, c'est quand même aujourd'hui un groupement d'entreprises qui représente environ 220 milliards de revenus. Donc, pour que tout le monde comprenne, vous mettez un label de qualité, de respect de l'environnement, de la bonne gouvernance, de respect sociétal. C'est un label Bicorp, hein, parce que pas tout le monde connaît ici. Alors oui, peut-être en deux. Merci Myriam. Peut-être en deux mots. Voilà, vous voyez des entreprises comme ça qui font des jus de fruits et c'est réel, c'est concret. Opaline dans l'exemple, ils sont passés à travers environ 250 critères que l'on va vérifier, mesurer, mettre dans leur contexte, et puis on va donner une note pour savoir où est-ce que se trouve l'entreprise sur le chemin de la durabilité ou par rapport à sa performance sociale et environnementale. Et on leur demande de changer leur statut juridique, de prendre ces nouvelles dimensions sociales et environnementales dans leur cadre de gestion et donc comme nouvelle responsabilité fiduciaire, entre guillemets. Donc c'est quelque chose, un instrument assez contraignant, très contraignant et très exigeant. C'est probablement un des standards les plus élevés au monde aujourd'hui. On a 3600 entreprises qui sont passées au crible de ces critères. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on mobilise des pans de l'économie réelle, donc des entreprises qui ont des marchés, qui ont des collaborateurs, qui ont des collaboratrices qui agissent avec de la matière, eh bien, on peut leur allouer des actifs. Et puis moi, j'aime bien parler de chiffres aussi. Donc je vais en donner quelques-uns. Et Émeric nous donnait, il y a 90 trillions de ce qu'on appelle d'actifs en circulation dans l'économie actuellement. Donc ils sont en circulation. Donc c'est beaucoup de zéros, c'est beaucoup d'argent. 90 plus 3 zéros. Voilà. Oui. Et actuellement, pour financer le fameux Agenda 2030, dont on reviendra probablement dans un petit instant, c'est ce plan de survie de l'humanité à 10 ans, qui a été signé par ces 193 gouvernements lors des accords de Paris en 2015. 90 plus 3 zéros, plus 9 zéros. 90 000 milliards, oui. Voilà. Oui, pardon, j'ai dit trillions. En fait, 90 plus 12 zéros, on va y arriver. Ouais. Les zéros sont importants, excusez-moi. Les trillions, c'est vrai que ça ne se dit pas en français. Bref, tout ça pour vous dire que cet agenda 2030, ce plan de survie de l'humanité, il nécessite que 8% de ses actifs en circulation. Donc on n'est pas en train de dire qu'il faut tout changer tout de suite. Il faut 8% de ces actifs en circulation qui soient dirigés vers ce plan de survie de l'humanité, vers ces 17 objectifs de développement durable, vers cette finance éthique durable, on peut l'appeler comme on veut. Donc c'est tout à fait faisable. Donc en fait, le trend qu'on voit, et ce que je voudrais dire ici, c'est que du moment où on a des entreprises qui sont crédibles, qui suivent des démarches crédibles, qui sont dans une démarche aussi contributrice sur ces grands enjeux, eh bien, elles répondent aussi à des attentes du marché. Et aussi, c'est là, je fais le lien avec les consommateurs ou avec les clients au sens général, où il y a un vrai lien direct avec l'économie de marché, et on n'est pas dans des choses un peu trop compliquées, avec des instruments trop compliqués, souvent déconnectés des réalités. Et là, je fais référence effectivement à tous ces instruments spéculatifs. Je ne vous ferai pas un cours sur les commodités, mais il y a quoi à se taper la tête contre les murs quand on voit comment on fonctionne au niveau global sur les matières premières. Oui. Merci. Mathias voulait réagir. Sur la question des réglementations, évidemment, il faut récompenser les gens qui ont des bonnes pratiques, et c'est une approche qui nous semble tout à fait normale, mais nous, on fait quand même le constat qu'il y a aussi des très mauvaises pratiques et qu'elles se perpétuent, et à un moment ou à un autre, il va falloir qu'elles cessent, parce qu'on connaît quel est l'objectif qui est fixé par l'accord de Paris. Si on prend l'exemple des deux principales banques, UBS et Crédit Suisse,
On sait aujourd'hui qu'elle finance de très nombreuses entreprises actives dans les énergies fossiles qui n'ont pas le moindre objectif climatique qui soit scientifiquement fondé. On sait qu'elle finance aussi des entreprises qui font activement du lobbying contre la régulation climatique, contre des objectifs climatiques plus ambitieux au niveau des États ou au niveau de l'Union européenne pour ce qui concerne l'UBS. Et si je prends l'exemple de Crédit Suisse c'est quand même la 5e banque au monde à soutenir les hydrocarbures de schiste. Les 4 premières sont américaines et c'est la principale banque non chinoise qui est impliquée dans le charbon. Donc on voit quand même qu'il y a un retard qui a été pris et qui, au regard aujourd'hui de l'urgence de la crise climatique, est tout simplement, à nos yeux en tout cas, inacceptable. Et c'est pour ça aussi qu'on appelle à la réglementation. Vous comptez sur les États. Il faut combiner en fait un peu les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien d'allouer l'investissement, sur les bonnes pratiques et sur les entreprises qui font des bonnes pratiques, mais à un moment ou à un autre, il faut aussi contraindre les entreprises qui refusent de changer ou qui ne voient tout simplement pas l'objectif climatique à changer. Alors, on va parler plus tard de votre démarche par rapport à la Banque nationale suisse, qui est un des plus gros investisseurs, évidemment, en Suisse. Mais d'abord, je voulais vous demander, Madame Krasna, quelle est votre opinion par rapport au risque de marketing, de greenwashing, de marketing vert, qui peut faire qu'on ait beaucoup de fonds labellisés ESG, mais qui finalement n'ont pas l'impact souhaité? Eh bien, justement, ils ne sont pas labellisés. C'est ça le problème. Donc, on peut inciter les gens à faire des espèces de certifications comme B Corp ou d'autres, mais il n'y a pas vraiment un espèce de ranking des meilleurs. Je veux dire, évidemment, si on pouvait avoir quelque chose de positif, ce serait bien. Donc, il manque même les critères pour le faire. Et il n'y a pas de surveillance, on est d'accord, du respect de ces critères au quotidien dans les choix d'investissement? Non, et je pense qu'il y a une espèce de soft power maintenant pour les investisseurs qui sont intéressés dans le long terme, et une pression, on pourrait dire, de quelques actionnaires activistes, en tous les cas, soutenus par des investisseurs institutionnels long terme comme les caisses de pension. Les caisses de pension ont une visibilité sur un très très long terme et ils doivent avoir du rendement, mais ils sont aussi intéressés par le long terme. Donc, tant que vous pouvez leur assurer un rendement décent, ils vont aller dans cette direction. Donc, le but, ce serait vraiment, si on a besoin d'une fraction des fonds qui sont dans ce genre d'investissement, c'est de commencer par ceux qui ont déjà la fibre long terme. Et de les inciter à faire de plus en plus et de leur offrir des produits où ils peuvent investir avec un rendement adéquat, parce que tout le monde a besoin d'argent lors de leur retraite, mais quand même de les pousser dans la bonne direction. Et je crois que, enfin j'espère qu'il n'y aura pas un retour de manivelle lorsqu'il y aura quelques scandales dans certains de ces fonds qui se disent ESG et qu'on va découvrir qui en fait ne le sont pas tellement. Et malheureusement, parce que c'est très, je ne dis pas à la mode, mais c'est vraiment une vague de fonds, que même ceux qui n'en ont pas, mais qui veulent dire qu'ils en ont, prennent des libertés. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire quand, par exemple, un groupe aussi grand que Swiss Re, qui est le plus gros réassureur, un des plus gros réassureurs du monde, dit maintenant, nous, on renonce pour nos investissements institutionnels à tout ce qui n'est pas durable, ou bien par exemple la caisse des CFF ou de la Poste, qui regroupent plusieurs caisses publiques au niveau fédéral, se sont regroupées pour dire qu'elles vont soutenir très activement l'investissement durable. Est-ce que tout ça, il faut y croire? Est-ce que ça a vraiment un impact? C'est suivi d'effets? Comme disait mon collègue, je dirais, il y a eu certains pas pour arriver à la durabilité, à l'éthique, dans cet investissement durable. Et on commence d'abord par peut-être un exercice de relations publiques pour dire qu'on en fait, et puis après on prend une action, on se mouille un petit peu, et puis après on progresse jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de vraiment décent. Donc si on peut accélérer le processus, ce serait bien. Je veux dire, il y a les meilleurs de classe qui donnent l'exemple qu'il faut mettre en avant, et puis il y a les autres. Donc c'est un petit peu une politique des petits pas qui doivent aller dans la bonne direction, et puis un cercle vertueux peut-être, Jonathan? Oui, alors au-delà de ça, il y a aussi ceux qui donnent des signaux, et je pense que je voulais juste intervenir sur un élément. Vous avez peut-être vu que le CEO d'AXA, qui est aussi
grand groupe de réassurance. Le plus grand groupe d'assurance français. Voilà, qui annonçait dernièrement dire que voilà, eux, un monde à plus de 2 degrés, ils le financent et ne l'assureront pas. Donc la limite, elle est là, elle est donnée. Elle est en ligne avec ce que nous disent les données scientifiques, ce que nous donnent les différents groupes d'experts. Et donc les signaux commencent à venir partout. Alors effectivement, maintenant, on est dans cette question de parcours, de chemin, de vélocité dans le chemin et d'accélération, de besoin de taxonomie. Puis peut-être, ça fait un lien aussi sur une question indirecte, mais il faut que la Suisse, elle prenne aussi des positions pour prendre part à ces groupes de travail, à ces task force. Au niveau de l'Europe, il y a une task force sur la taxonomie pour la finance durable, il y a des consultations en cours sur les devoirs de diligence pour les investisseurs. Il faut que la Suisse participe massivement à cela. On a déjà eu un premier effort qui a été fait et qu'on peut saluer au mois de juin avec l'ASB qui a publié un rapport assez rapidement pour donner un signal de réponse sur ces éléments-là. Mais il faut accélérer. Et le problème dans cette course, c'est effectivement la course à la nouvelle recette toutes les semaines. Et c'est un peu ce qu'on voit avec les critères de mesure, c'est qu'il y a des nouvelles recettes, il y a des nouvelles idées. Je suis un peu étonné de voir, il y a 3 jours, sortir par le World Economic Forum avec un groupe de travail des 4 Big Four, où ils nous sortent des metrics sur ce qu'on appelle le capitalisme des parties prenantes, qui est quelque chose, nous, qu'on promeut depuis 15 ans avec l'ONG Bilab. Et puis, ils en viennent à la conclusion, il faudra recréer une nouvelle méthodologie, un nouvel index. Et on remet un peu tout à zéro, et on recommence à zéro, et puis il faut tout recommencer. On est en 2020, il existe énormément, malgré tout, d'éléments existants sur lesquels on peut se structurer. Et donc, moi, je suis un peu sensible et peut-être attentif à ne pas réinventer la roue toutes les années, parce que ça repousse à chaque fois les échéances, et ça, je pense que c'est très dangereux par rapport aux besoins et aux attentes qu'on a du public, mais aussi des besoins qu'il y a pour les acteurs institutionnels. Moi, je rejoins complètement Mme Krasna sur le fait que c'est une démarche qui doit s'accélérer, qu'il faut travailler avec les bons acteurs qui font et faire plus. Mais pour cela, il y a besoin aussi un moment un peu de stabiliser les messages sur ces critères, et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et j'espère que cette démarche... Standardiser aussi un peu ces critères. Oui, on appelle ça une taxonomie. Taxonomie, oui, ça c'est l'Union européenne. Normaliser en fait ces indicateurs et ces critères. Oui. Et ce n'est pas quelque chose non plus... d'inachevable. Mais est-ce que finalement ce n'est pas vraiment l'Union européenne qui va accélérer le processus, parce qu'eux ils sont en train de changer 3 directives très importantes pour le secteur financier en Suisse que les banques suisses sont obligées d'implémenter si elles veulent avoir un seul client européen, et d'intégrer des obligations justement d'avoir des équipes de chercheurs spécialisés en durabilité, en ESG, et de réformer vraiment toute leur chaîne d'analyse, de recherche et de processus d'investissement. Et les banques suisses ont toujours finalement implémenté les directives européennes. Alors est-ce que ça ne va pas venir par l'Europe finalement, la régulation? Émeric, vous vouliez intervenir? Oui, je peux donner un commentaire, et je ne vais pas dire faire un pas en arrière, mais faire un pas de côté. Parce que tout ce qui peut être réglementation, label, taxonomie, peut-être il ne faut pas se tromper, cibler de quoi on parle. Parce que si on parle de fonds ESG, on reste sur une allocation d'actifs, et je reviens à ce que je veux partager avec vous, que sont les marchés financiers, qui ont été très bien à une époque, qui je pense aujourd'hui se trompent de cible, et que si on est juste sur cette ESG, on se trompe également de cible. Pourquoi? Et tu parlais de l'Europe, et c'est ce qui m'a fait penser à cela. En effet, aujourd'hui, l'Europe a fait un constat, qui est un constat que beaucoup de personnes ont fait avant, qu'on est sur le overshooting day, on consomme plus que ce qu'une planète peut régénérer. Et l'Europe prend ce discours d'économie régénératrice, c'est un des derniers discours de la présidente, expliquer qu'il faut trouver une économie qui va savoir rendre plus qu'elle ne prend. Le problème, c'est que quand on est dans une allocation d'actifs avec des marchés financiers qui sont plutôt sur une recherche de profit sans trop de risques et à court terme. Je m'inspire d'une étude économique de l'économiste Dominique Dron qui explique pourquoi les marchés financiers aujourd'hui ont un réel problème et ne sont pas durables par définition. Ils ne sont pas durables par définition parce qu'aujourd'hui vous avez un certain nombre d'acteurs de plus en plus similaires, vous parliez des grandes banques ou des grands asset managers, qui recherchent la même ressource, un profit rapide et sans trop de risques, sans aucune zone tampon. S'il se passe un événement dans un pays où, au Japon, il est répercuté immédiatement sur toutes les places financières, et surtout avec un cycle de croissance illimité, pensant que les arbres montent au ciel, et la boucle n'est pas bouclée. Donc on est exactement à l'inverse de tout ce que représente un écosystème,
Et un écosystème, par définition, est durable. Si vous ne touchez pas à une forêt ou à un milieu marin, il est durable par définition, même s'il y a des acteurs qui se mangent. On ne parle pas du tout d'un monde passif, mais on parle de zones tampons ou de diversité. Vous avez donc des acteurs qui sont divers et qui ne recherchent pas la même ressource. Donc régulièrement, le fait d'être dans cette accumulation court terme fait que les marchés financiers, à un moment donné on parlait de tous les 10 ans, s'effondrent parce que vous n'avez pas cet élément durable qui est fondamental. Donc je crois qu'il ne faut pas regarder le fonctionnement actuel et se dire on va changer 2-3 choses pour essayer d'améliorer. Donc c'est la fameuse phrase « mieux vaut penser le changement que changer le pansement ». Et avec quelques petites mesures qui veulent juste changer le système à la marge, elle n'est pas de moi, elle est de Francis Blanche, je l'utilise souvent, je ne pense pas qu'on arrivera assez vite à vraiment changer notre modèle qui, je confirme, reste un domaine et un milieu économique, entrepreneurial, capitaliste, fondé sur l'entreprise, mais peut-être réconcilier le long terme avec le court terme. Très bien, donc effectivement, d'ailleurs l'Europe est aussi en pointe sur la réflexion sur les multinationales responsables. Vous l'avez peut-être vu avant la votation ici en Suisse le 29 novembre. Plus que le monde anglo-saxon, peut-être plus que les États-Unis. Mais alors, vous parlez du fait qu'il faut que ce soit les opérations des entreprises elles-mêmes qui changent pour que la finance ne fait finalement partie de toute une chaîne qui doit se transformer. Très bien. Donc, Monsieur Schlegel, revenons maintenant, vous aussi vous disiez qu'on fait des changements à la marge, mais surtout vous avez une démarche très concrète par rapport à l'insuffisante surveillance de la Banque nationale suisse. Vous voulez nous en parler ? Alors, on a lancé en fait en juillet dernier une plainte auprès des commissions de... Vraiment, je vais me le mettre dans la bouche. On a donc lancé une plainte auprès des commissions de gestion du Parlement. Les commissions de gestion du Parlement sont les organes qui assurent le contrôle démocratique des institutions publiques fédérales. Et cette plainte, en fait, elle cible les activités de surveillance de 3 autorités de surveillance des marchés financiers, à savoir la FINMA, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle et la Banque nationale suisse. Il faut savoir en fait que ces 3 institutions ne considèrent pas que la compatibilité climatique des activités des entreprises qu'elles surveillent ou les risques climatiques des investissements des entreprises qu'elles surveillent fassent partie de leur mandat. Et nous, on estime qu'en fait, la base légale actuelle, tant au niveau des conventions internationales qui ont été signées que de la législation suisse, leur donne une base en fait suffisante pour prendre en considération ces questions-là dans leurs activités de surveillance. Et donc on a lancé cette plainte au Parlement et on attend, on espère rapidement d'avoir une réponse. Ce que nous on demande en fait, c'est que d'une part la commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle et la FINMA en fait assurent à partir de 2021 que chaque année les institutions qu'elles surveillent fassent un rapport sur leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et que ce rapport soit publié et qu'il soit rendu public. Elle demande aussi que les institutions surveillées s'engagent aujourd'hui à mettre leurs flux financiers en accord avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique tel qu'il est décrit dans l'accord de Paris. Et enfin, d'intégrer les risques climatiques dans leur mandat de surveillance, dans leurs activités en fait, au jour le jour. Et pour la Banque nationale suisse, c'est un peu différent vu qu'elle fait énormément d'investissements. Voilà, on demande que ce soit ces investissements en fait, qui fassent l'objet d'un compte-rendu annuel concernant les émissions directes et indirectes que ces investissements représentent. Que les questions de risque climatique et de compatibilité climatique soient prises en considération dans sa politique de placement, ainsi que dans sa politique financière et monétaire, et que ces questions fassent l'objet d'un rapport annuel aussi à partir de 2021, en sachant que pour la Banque nationale suisse, les questions climatiques ne rentrent pas, enfin, elles sont secondaires par rapport au mandat qu'elle s'est défini pour la stabilité des prix et la politique de placement. Oui, d'accord. On a compris que finalement, il faut que la BNS, selon vous, rende des comptes sur ses choix d'investissement au peuple suisse. Exactement. Alors voilà, pour rappel, donc la Banque nationale suisse ne commente pas ces investissements, parce qu'on a fait un dossier dans Bilan, l'Illustré a fait plusieurs dossiers, Le Temps vient de faire un éditorial hier.
En fait, la Banque nationale suisse ne commente pas ses choix d'investissement, ne divulgue pas qui sont ses conseillers en placement. Elle a pris des parts dans le secteur du gaz et pétrole de schiste américain qui était démesuré, mais on n'a jamais su par rapport à quel indice, par rapport à quels critères elle avait investi là-dedans. Il y a une certaine opacité, il est vrai, qui règne à ce sujet. Madame Krasna, qu'est-ce que vous pensez, si on reste sur la BNS en particulier ? Je crois que ce qui est important, enfin, c'est une conviction que j'ai, c'est d'investir sur le long terme. Et si on est intéressé par le long terme, forcément les changements climatiques, l'éthique, la gouvernance, tous ces sujets sont importants. Je crois que pour les investissements directs, c'est plus facile d'aiguiller. Je voudrais juste ouvrir un point, c'est la plupart des gens investissent dans des fonds. Et les fonds, c'est des espèces de réceptacles où on met différentes choses dedans. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de transparence là-dedans. Donc, pour ceux qui investissent dans des fonds plutôt que dans des sociétés individuelles, c'est beaucoup plus difficile de rendre compte de ce qui se passe effectivement. Alors, pour la BNS, quand on voit leur portefeuille, je veux dire, ce n'est pas toujours des investissements pris en direct. Ils ont un grand mélange. Donc. Absolument. Et Jonathan, à quand un label Bicorp pour la BNS? C'est pas demain la veille, j'ai l'impression, non? Alors le label, je ne pense pas qu'il soit demain la veille pour la BNS, mais c'est intéressant cette question de label ou d'encadrement, parce que je pense que ça rappelle à la question du devoir fiduciaire. Hein. Pendant très longtemps, on a parlé du devoir, ce qu'on appelle de diligence. Je ne sais pas si ce mot en français est vraiment très bon et vraiment très explicite. Ce devoir de surveillance, d'aller poser des questions, d'aller faire un peu, d'aller creuser pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a des risques, comment ça se fait, ainsi de suite. Donc ça, c'était un principe qui est assez acquis dans la gestion des risques financiers depuis pas mal d'années. Maintenant, il faut faire évoluer ça aussi. Le monde change, l'accélération nécessite aussi peut-être de venir avec un peu plus de bâtons, un peu moins de carottes. On est peut-être dans cette phase-là de notre moment de l'histoire du monde, où effectivement il va falloir structurer de nouvelles attentes et des nouveaux systèmes régulatoires. Et je pense qu'au-delà du label, je pense qu'il y a aussi c'est notre théorie du changement avec Bilab, qui est un peu un double oiseau. Hein. Si je vais mettre un peu deux ailes pour vous expliquer l'oiseau Bicorp ou Bilab qu'on a créé, c'est une aile, vous avez ce qu'on appelle la gouvernance des parties prenantes, avec justement des devoirs fiduciaires. Ça veut dire que dans les statuts juridiques, dans les règles d'exécution stratégique, la dimension sociale et environnementale est prise au même compte que celle qui est économique. Donc l'opérateur a un permis de conduire qui lui dit qu'il doit prendre de façon pondérée, de façon équilibrée ces trois dimensions-là dans sa façon d'exécuter. Donc ça, c'est des choses qu'on peut revoir, qui se font maintenant de plus en plus. Il y a un vrai développement là-dessus. Et puis, si la base d'orientation, elle dit qu'il faut prendre ces trois éléments en compte, eh bien forcément on va structurer tout ce qu'il faut pour le faire derrière. Donc on peut le faire de deux, soit avec un label qui vient dessus, soit on peut le faire à la source en mettant que les opérateurs économiques doivent en fait suivre ces trois dimensions-là. Et puis après, il y a toujours cette autre aile qui est très importante, qui est de comprendre l'impact qui est généré, de comprendre le contexte, de l'analyser, de le pondérer aussi, pour pouvoir avoir une vue correcte de ces deux dimensions-là. Oui, alors pour revenir à la BNS, effectivement, là, avec une masse d'investissements, vous parlez de la taille aussi des investissements qui justifient après de rendre des comptes, d'avoir un devoir fiduciaire. Les investissements de la BNS sont devenus très très importants depuis quelques années. Ils étaient petits, le portefeuille était très petit, mais avec les achats d'euros et de dollars qui permettent de baisser le niveau du franc suisse, la BNS a un portefeuille assez gigantesque de 600-700 milliards qui sont investis dans différentes choses. Et donc, il y a la notion d'accountability aussi qui émerge gentiment. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis, Madame Krasna, peut-être vous aussi, Monsieur Schlegel. Quel rôle joue la philanthropie dans le financement du changement réel ou non réel? Parce qu'on a des fondations de banques comme BNP Paribas qui explorent l'arc polaire pour étudier le réchauffement climatique. On a la fondation Bertarelli qui va nettoyer les océans. Toutes ces fondations, est-ce que vous pensez qu'il faut encourager cet argent en se disant les États finalement n'ont pas beaucoup de moyens, heureusement qu'il y a ces philanthropes pour aider un peu à sauver la planète, ou est-ce qu'il ne faut pas trop compter dessus? Quel est votre avis,
Madame Krasna, peut-être. Alors, change de chapeau, là, je suis plus éthos, mais au niveau du Conseil des écoles polytechniques fédérales, c'est clair que l'investissement philanthropique dans des projets de recherche risqués pour justement faire des captures de CO2 est fondamental. Donc, pour lancer un nouveau projet de recherche, des fois, il faut attendre des budgets pluriannuels pour vraiment dégager assez d'argent. Et là, les grandes fondations comme Melinda et Bill Gates ou celles de ces banques, ils peuvent vraiment faire un impact par rapport aux résultats pour montrer la voie. Je ne crois pas qu'ils ont vraiment un impact sur la façon dont se comportent les sociétés. Merci beaucoup. Alors, on va passer très vite aux questions du public, mais avant, j'aimerais entendre Aymeric sur l'importance des philanthropes. Et puis après, je vais demander, pour terminer, à chacun sur la table ronde de me dire quel est pour vous d'avoir chacun un objectif prioritaire pour rendre la finance plus éthique. Un seul, rapidement. Hein. Alors, Aymeric, on vous écoute. La philanthropie, c'est fondamental, puisque déjà, nous, quand on a commencé, je disais, l'impact investing a commencé avec la philanthropie, et quand on a commencé à avoir des premiers investisseurs, ça a été des clients privés au départ, et ensuite des fondations. Et justement, des fondations qui trouvaient que on pouvait leur apporter des investissements en phase avec la mission elle-même de la fondation. Et sur l'alimentation durable, au niveau de l'impact investing, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des entreprises transformatrices qui apportent un produit, un service, qui a une solution qui va créer de l'impact positif. Et ce qui a été remarquable avec les fondations avec lesquelles on a travaillé, c'est qu'elles ont soutenu un très grand nombre d'initiatives qui n'avaient pas vraiment de modèle peut-être économique au départ. Et une fois que l'association ou le modèle a commencé à émerger, parce qu'il y avait beaucoup plus de répondants dans la société civile à ce que proposait cette association ou ce qui avait été soutenu par la philanthropie, la Fondation nous a montré les projets. Et aujourd'hui, au lieu que ce soit nous qui leur montrions comment investir leur capital, la Fondation vient avec des projets qui étaient financés par les dons en disant maintenant, ça peut devenir profitable, donc de l'impact investing. Et on a cette passerelle entre fondation et en private equity, comment on peut financer des sociétés qui vont émerger et créer un nouveau modèle qui est fantastique, et c'est bien la Fondation qui met le pied à l'étrier. D'accord, très bien, merci. Alors, Mathias, votre objectif prioritaire pour rendre la finance plus éthique? Alors, prioritaire, je suppose la question, est-ce que c'est le plus important ou est-ce que c'est le plus urgent? Donc je vais me permettre d'en passer. Les deux. Le plus important, évidemment, c'est que tous les acteurs de la place financière suisse aient aujourd'hui une stratégie pour arriver à la neutralité climatique, que ce soit les grandes banques comme les plus petits acteurs, et que cette stratégie soit étayée et corresponde aux conclusions des scientifiques, et qu'elles aient des étapes intermédiaires, et que ces organismes communiquent là-dessus de manière transparente. Le plus urgent pour nous, c'est d'exclure certains secteurs d'activité qui sont dévastateurs pour le climat, pour la biodiversité, mais aussi pour les communautés qui sont affectées, et au premier lieu desquels les hydrocarbures de schiste, les sables bitumineux et le charbon. Très bien, c'est clair. Merci beaucoup, Madame Krasna. Si j'avais une lanterne magique, je voudrais que les investissements soient long terme et durables, et qu'on arrête ce court-termisme pour faire de l'argent assez rapidement. Juste 3 chiffres là. Si on regarde la dette mondiale, c'est 3 fois le PNB mondial. Si on regarde les produits structurés, c'est 9 fois. Et si on regarde les transactions électroniques, c'est 150 fois. Il faut qu'on arrête de brasser et qu'on investisse dans des projets qui sont bons pour la planète, bons pour la société, et qui permettent une vie correcte sur Terre. Excellent, merci. Aymeric? J'ai exactement la même opinion. Je vais compléter ce que vous avez dit. Vous avez parlé des fonds tout à l'heure. Moi, ce qui m'a fait quitter les salles de marché, c'est les fonds indiciels et les fonds algorithmiques, qui sont une sorte de finance passive, qui tournent sur leur même modèle et qui sont déconnectés des besoins de l'économie réelle. Donc, tu avais marqué dans ta question, et pour finir, je dis non, c'est pas pour finir, c'est pour commencer, parce que aujourd'hui, investir, c'est préparer l'avenir, et l'avenir qu'on souhaite, pas celui qu'on va subir. Et pour cela, cette allocation d'actifs dont je vous parlais, on parle
du plan de relance européen, 750 milliards, c'est moins de 3%, et j'ai adoré tes 8% tout à l'heure, qui sont la réalité du SDG, les objectifs 2030. Les objectifs 2030, c'est également le Club de Rome qui expliquait que ça sera un effondrement en 2030. Donc on a 10 ans pour agir. Donc mon souhait sur les marchés financiers ou sur la finance, c'est d'arrêter cette liquidité à outrance, à la microseconde, dont on n'a pas besoin. Alors sans révolutionner le système, une proposition, ça serait tout simplement de dire, par exemple, pourquoi est-ce que les sociétés aujourd'hui ne proposeraient pas deux types de classes d'actions, une, parce qu'on ne change pas tout du jour au lendemain, qui reste la même, et une autre, ou que vous ne pourrez pas vendre, que vous devez garder dans les portefeuilles. Elle vous propose un discount, par exemple, de 15%, et vous arrêtez cette volatilité. Et je suis certain que beaucoup d'investisseurs seraient intéressés d'aller vers cette classe d'action, d'avoir ce discount, et de ne pas pouvoir les vendre du jour au lendemain. Et pour finir, une citation de Keynes, qui est un économiste, qui disait « Le plus difficile, c'est de ne pas croire aux idées nouvelles, mais d'abandonner les idées anciennes. » Excellent. Donc, j'aime bien l'idée de la prime pour le long terme, l'incitation sur le long terme. Et pour finir, Jonathan. Belle inspiration. Jonathan, pour terminer. Et ensuite, ce sera à vous. Alors, il se trouve qu'effectivement, j'avais la même réflexion que mes préopinants, que je compléterai avec peut-être un élément qui est en fait ce qu'on appelle un levier déclencheur, c'est la transparence. Qu'effectivement, s'il y a une chose majeure sur laquelle il faut mettre du poids de l'action aujourd'hui, c'est la transparence. Parce que la transparence, elle amène par effet rebond en fait, un ensemble de réactions en chaîne qui vont tendre à comprendre comment cette finance, des fois, qui est superflue, qui construit sur quand même une culture, et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, pour rejoindre les objectifs climatiques et adresser cet agenda 2030, on est en train d'opérer un changement de modèle. Et donc, il faut passer de ce modèle du plus à assez, c'est suffisant. Et la transparence est un instrument extrêmement efficace pour provoquer l'accélération de ces changements de modèle, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, parce qu'aujourd'hui, l'information, il y a une économie de l'information et de la donnée qui fait que tous ces systèmes réagissent très fort dès que la transparence apparaît. Donc je dirais la transparence. Oui, effectivement, très efficace. On allume la lumière et tout d'un coup, tout devient clair, mais elle est extrêmement difficile à obtenir. Merci infiniment. Alors vous allez maintenant répondre aux questions de la salle qu'on se réjouit d'entendre. Alors on a un micro ici. Qui a une première question, s'il vous plaît, à poser à nos intervenants? Alors monsieur. Peut-être vous voulez enlever votre masque. Bonjour, merci pour ces éclaircissements. Une petite question, ça fait aussi une vingtaine d'années qu'on parle sur des taxes qu'on puisse mettre sur les transactions financières. Déjà, c'était l'économiste Tobin qui en avait parlé dans les années 90. J'ai l'impression que c'est une idée qui est restée lettre morte, mais qui me paraît très valable, justement pour lutter contre cette volatilité et cette court-termisme dans les transactions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y a justement la microtaxe qui a été lancée par le professeur de l'Université de Zurich, Marc Chenet, et d'autres. Qu'est-ce que vous pensez d'une taxe sur les transactions financières ou d'une microtaxe? Je prends le relais parce qu'il se trouve qu'à jour pour jour, il y a une année lors du Forum des 100 qui était organisé en partenariat avec Bilan, l'OTAN et d'autres acteurs, cette journée du Forum des 100 où j'avais eu l'occasion d'être nommé, je ne sais plus vraiment pourquoi, mais parce que je parle et que j'agis, je pense, mais j'avais écrit ce manifesto pour justement la mise en place d'une taxe financière basée sur les travaux de Marc Chenet de 0,001%, ce qui grosso modo est transparent pour moi et pour vous, l'est un peu moins pour le trading à haute fréquence, mais qui reste acceptable dans l'idée de faire une taxe typiquement, et c'est un instrument très concret. Je m'excuse, je vais prendre 2 minutes, parce que des fois on dit tout est compliqué. Une taxe de ce type-là introduite dans un marché comme la Suisse pourrait générer dans les chiffres bas, environ 10 milliards par an. Vous la mettez en vigueur pendant 5 ans pour financer tous les gros projets d'infrastructure, pour le transport, la mobilité, la recherche, l'AVS. Et puis vous pouvez dérouler le social, ainsi de suite. Et puis en plus, en période de Covid, je pense qu'il va falloir retrouver ces fonds. On la met en place pendant 5 ans. Ça va éviter que les entreprises quittent. Celles qui pourraient dire « Ah, encore une taxe, alors je pars dans un autre ». Non, 5 ans, c'est trop court. Ça leur coûterait trop cher de faire un voyage, un aller-retour. Et les frontières sont fermées en plus en ce moment. Donc, mais bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des solutions qui sont trop simples pour plaire. Si ça vous dit, je ne vais pas étayer tout là, mais j'ai écrit un article qui s'appelle « Une solution trop simple pour plaire ». Et en fait, cette solution est tellement simple qu'en fait, elle devient le premier problème politique. Ça veut dire qu'on enlève
le gras à l'appareil politique de pouvoir vraiment agir parce qu'il a l'argent pour le faire tout de suite. Et donc oui, moi je suis, voilà, vous avez compris, je suis complètement pour une taxe pas punitive, mais une taxe de correction et contributrice pour et relativement indolore. Et complètement indolore pour quand elle est appliquée de façon... Il faut dire qu'elle est extrêmement combattue par le secteur financier quand même. D'autres questions, s'il vous plaît, comme ça on peut en avoir. Monsieur. Bonsoir, merci. Je m'interroge en fait sur l'urgence de l'horizon 2030 pour tous ces objectifs et pour financer cette durabilité. J'ai l'impression qu'on a plusieurs acteurs et qu'il n'y en a aucun qui fait le premier pas. On a l'investisseur institutionnel qui a l'habitude d'investir sur ses fonds indiciels pour faire comme le marché. On a ces intermédiaires financiers qui proposent des produits qui correspondent, donc l'offre et la demande qui sont alignés sur un statu quo. Il y a une réglementation, alors pourquoi pas les taxes. Et puis, il y a la population qui assiste à ça. Est-ce qu'on a des moyens de levier pour aller plus vite ? Comment est-ce que vous envisageriez le scénario le plus rapide pour arriver à ces objectifs 2030 ? Enfin, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un pilote au bord de l'avion suisse ? Qui d'entre vous voudrait répondre ? Parce que... Non, moi, selon moi, la réponse la plus simple, c'est que avant l'investissement, le premier pas, il est dans la consommation. C'est-à-dire que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est pas sur 100. Par exemple, vous dire que vous économisez 5 et vous placez 5 quelque part. Pour aller vite, le plus grand pas que vous pouvez faire, c'est que sur les 100, vous n'économisez pas les 5 et vous acceptez de payer plus cher des produits qui répondent à vos valeurs. Et ça sera le meilleur investissement pour ne pas avoir un effondrement d'ici 2030. Donc une mobilisation finalement du citoyen, du consommateur. Il n'y a rien de plus... Et du coup, vous récompensez les sociétés vertueuses qui essayent vraiment d'apporter des solutions. Mm-hmm. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose ? On peut agir sur les caisses de pension. Tout le monde contribue à une caisse de pension. Donc vous êtes membre d'une caisse de pension et eux ont des grands montants pour investir. Donc il faut faire entendre sa voix. C'est vrai. Il y a des représentants des employés aussi dans les conseils des caisses de pension. C'est juste un micro donné aussi là-dedans. Et en 30 secondes, vous avez en fait 40% des détenteurs des actifs en circulation qui seront cette fameuse génération Y. Cette fameuse génération qui veut investir pour des bonnes entreprises, qui veut des bons produits, qui veut travailler pour ces bonnes entreprises, qui vont se retrouver avec 40% des actifs en circulation. Il en faut simplement que 8% de ces actifs-là. Et s'ils ont vraiment cette envie-là, ils peuvent vraiment redessiner et rallonger ça. Maintenant, les objectifs de l'agenda 2030, oui, ils ont été secoués avec le Covid. Il faut regarder les choses en face. C'est 150 millions d'enfants qui sont retombés dans la pauvreté à cause du Covid, comme ça en quelques mois. Donc, les objectifs, les cibles vont bouger, mais voilà, on peut voter pour la société qu'on veut demain et il y a vraiment des leviers qui sont là à disposition et qui le rendent tout à fait concret. Et donc, on peut aussi être optimiste ou positif dans ce sens-là. Avec l'accord de Mireille, je vais vous donner un chiffre que je trouve important puisqu'on parle de finance éthique. On revient à cette notion de 90 trillions, donc 90 000 milliards, que sont ce que représentent les actifs gérés par les grands asset managers, mais également juste la capitalisation action. On ne parle pas des marchés financiers et de tous les autres instruments dont vous avez parlé. 90 trillions, ça veut dire quoi? Si on est 7,5 milliards d'habitants, ça représente donc l'équivalent de 12 000 $ par habitant. 12 000 $ par habitant, c'est bien sûr énorme, c'est l'équivalent, alors pas du GDP par habitant en Suisse, qui est autour de 80 000, en France autour de 40 000, mais c'est le GDP, donc la richesse individuelle d'un pays comme la Pologne ou la Roumanie. Donc rien que cet actif equity, voilà ce que ça représente, qui peut être petit à petit déplacé vers d'autres priorités. Oui, ça doit changer énormément de choses pour la planète, si on peut mesurer l'impact. Ceux qui ont $2, là on parle de 12 000. Très bien. Une dernière question, parce que peut-être il y a un autre événement après. Donc, une question, madame. Monsieur. Merci. Je me présente, Arnaud Dort. Je suis entrepreneur et j'ai créé un cabinet de conseil en développement durable et en finance durable. Alors, on parle beaucoup de l'effondrement en ce moment. Peut-être vous avez entendu parler de la collapsologie. C'est une étude scientifique de l'effondrement.
Une question assez basique que je me pose, c'est si effectivement il y a un effondrement environnemental, il y aura derrière sûrement un effondrement social, un effondrement économique. Est-ce que vous pensez vraiment que la finance va résister à cet effondrement? Quand vous parlez de 90 trilliards, est-ce que vous pensez qu'après une crise sévère, on pourra encore parler de trilliards? Alors Mathias voudrait répondre. Moi, ce que je dis toujours sur l'effondrement, c'est qu'on peut encore peut-être l'amoindrir ou l'éviter, et que les différentes mesures qu'on discute aujourd'hui permettent aussi d'en éviter les pires des conséquences. Effectivement, si on laisse tout aller, dans 2030, on va avoir des crises auxquelles je pense qu'aucune des institutions ne pourra effectivement résister ou réagir correctement. Oui, quoique les banques centrales ont réussi à faire monter les marchés maintenant pendant la crise. Ils ont créé une déconnexion. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Krasna? La première réponse est, n'oubliez pas que depuis la fin du système de Bretton Woods, l'argent n'existe plus. C'est tout simplement une convention entre nous. Donc, je veux tout faire pour éviter l'effondrement. S'il y a un effondrement, une petite partie résistera. Et j'espère que le monde qui naîtra après l'effondrement sera meilleur que le monde qui a amené à l'effondrement. Mais évitons peut-être ces 30 ans de nouveau Moyen-Âge en agissant maintenant. Oui, parce que justement, à présent, tout fonctionne sur la confiance. C'est-à-dire que depuis Bretton Woods, puisqu'il n'y a plus le standard or, tout repose sur la confiance. On est dans du très très virtuel, absolument. Mais si cette confiance est rompue, ce qui risque d'arriver en période d'effondrement, on peut penser même que la valeur de l'argent n'aura plus de valeur. Eh bien, achetons de l'or. Ah, Émeric n'est pas d'accord avec l'or, même l'or est suspect maintenant. Bien, mais essayons de sauver ce qui reste, et je vous remercie 1000 fois à tous les intervenants. C'était passionnant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé dans la salle. On espère que vous avez eu beaucoup d'apports intéressants. On vous remercie chaleureusement et bonne soirée à tous et 1000 merci encore.